Les stades de football et leurs virages sont le cœur d'un club, le poumon du football. Parfois politisés, souvent porteurs d'identité, les supporters, par leur mobilisation, leur coloration politique et leur créativité, ont pu incarner une nouvelle manière d'exprimer des idées. Dans ce 7e épisode de la série sur l'analyse des tifos, le 2e spécial politique, découverte ou redécouverte de la politisation des tribunes en football générique. Bonjour les amis, bienvenue sur l'Arena, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, très content de pouvoir vous reparler de la série sur les tifos et aujourd'hui on va parler une nouvelle fois tribune politique en analysant des tifos, des banderoles politiques et beaucoup de ces tifos, c'est vous qui me les avez proposés sur les réseaux de la chaîne, sur X et sur Insta, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir, tous les liens sont en description. Merci pour vos retours nombreux sur la dernière vidéo, sur la rivalité Turquie-Grèce, ça fait super plaisir. Si vous aimez la chaîne et mes vidéos, n'hésitez pas donc à liker, commenter et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune future vidéo sur la chaîne et aucune notification. On a dépassé la barre des 35 000. Trêve de blabla, installez-vous bien confortablement. On est parti. On commence avec un tifo et une animation réalisée en parkage cette année en Ligue 2 par les supporters de Bastia. C'était face au Paris FC. Merci à Thomas pour la proposition et puis pour les explications. On voit plusieurs choses. D'abord, bien sûr, l'emblème corse, l'emblème de l'identité corse, ce visage de profil, le drapeau à la tête de mort, la testa mora, comme on dit en Corse. Et puis des banderoles en Corse où il est inscrit les enfants, c'est l'heure de nous faire valoir, nous, les fils du 173e. Alors, qu'est-ce que c'est le 173e? C'est une référence militaire, une référence au 173e régiment de l'infanterie de l'armée française, recréé en 1913, qui a été composé de Corses et qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Vous voyez d'ailleurs sur le logo du régiment la tête de mort et puis le territoire de l'île. L'idée du message, eh bien, elle est double, instaurer, insuffler l'esprit combattant aux joueurs qui découlerait du courage des soldats et puis rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la Corse. Les supporters bastiais, on le sait, partagent un profond attachement au nationalisme corse dans leur tribune et puis ça fait une pensée aussi aux personnes disparues le 5 mai 92. On fêtait le triste anniversaire hier. On enchaîne avec un tifo du collègue de la Géozone que je salue et que vous connaissez, je l'espère, une superbe chaîne YouTube Géographie. Et la petite anecdote, c'est que notre ami était sous la voile sur ce tifo. Alors ça se passe en Estonie, lors d'un match amical disputé en 2022 entre le Flora Tallinn et le Dynamo Kiev. C'était le match amical pour la paix. Vous le savez peut-être, les États baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, sont des pays ultra pro-occidental, pro-Union européenne, très atlantistes. Et ce sont des pays qui sont à fond derrière l'Ukraine dans la guerre qu'elle mène contre l'invasion russe. Si on rapporte l'aide militaire fournie à l'Ukraine au poids économique des pays, ce sont ceux qui aident le plus l'Ukraine. Et l'Estonie plus particulièrement, pays frontalier avec la Russie, c'est un pays où la société et le pouvoir sont résolument pro-Ukraine. Et donc, on le voit rien qu'à la présence de nombreux drapeaux ukrainiens dans le virage des ultras de Tallinn. On voit une voile, bien sûr, au centre de l'image avec la figure de Vladimir Poutine qui se fait descendre d'une balle dans la tête, un voile violent très clairement, accompagné d'une phrase ukrainienne, une phrase qu'on a beaucoup entendue dans les stades ukrainiens, les tribunes ultras du pays et les mobilisations ukrainiennes depuis 2014. Poutine Huilo, je traduis. Poutine est un con, une figure qui bien évidemment haït et le mot est à mon sens trop faible. Donc plusieurs choses à retenir de ce tifo. D'abord le fort ressentiment russe de la société et des tribunes de foot estoniennes qui se sent clairement depuis le lancement de la guerre en février 2022. Le fort soutien à l'Ukraine à l'inverse et puis un hommage aux ultras ukrainiens avec ce slogan qui a germé dans les stades de foot. Des ultras mobilisés dans la défense de leur patrie, on en avait parlé dans une longue vidéo ultra politique en Ukraine qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Passons désormais à l'Ajax et aux Pays-Bas et ce tifo, un soir de Ligue des Champions en février 2003. Merci à Well Hams pour la proposition, une thématique assez actuelle puisqu'on voit un grand drapeau israélien dans le virage des ultras de l'Ajax. Alors pourquoi? Eh bien l'Ajax et surtout les supporters ayasides se sont construits l'image d'un club juif avec une forte identité juive. D'ailleurs, les supporters se renomment et se revendiquent comme Joden et Super Joden, juifs et super juif. Il faut savoir qu'Amsterdam est une ville avec une forte communauté juive. Je rappelle que la famille d'Anne Frank a fui à Amsterdam pour tenter d'échapper au nazisme en Allemagne. Et le premier stade du club est situé dans un quartier de commerçants juifs. C'est ce qui va rapprocher le club et le quartier juif de la ville. Dans les années 70-80, les ultras et les hooligans de l'Ajax vont adopter cette identité. Alors,
qu'ils ne sont pas forcément juifs, voire pas du tout, mais ils vont s'emparer des codes et de références au judaïsme pour donner une identité à l'Ajax. Et puis il faut dire aussi que c'est les adversaires de l'Ajax qui vont coller au club et ultra cette étiquette. Comme ils décèlent un lien entre le quartier juif et l'Ajax, eh bien les mecs du Feyenoord ou d'autres clubs vont insulter les Ajacides de juifs et proférer pas mal d'insultes antisémites. Les ultras de l'Ajax, voyant qu'ils sont insultés, se revendiquent par conséquent de plus en plus comme tels. L'identité personnelle que l'on a de nous, elle est encore plus forte si des gens insultent notre identité. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans la construction des tribunes de l'Ajax. Depuis des décennies, donc, les supporters et ultras de l'Ajax adoptent des drapeaux israéliens en tribune, des chants en l'honneur des juifs, des banderoles, bannières, fanions pro-juifs, alors que je le rappelle, la grande majorité du virage n'est pas de confession juive. Ainsi, en 2003, en Ligue des Champions, les ultras de l'Ajax abordent un grand drapeau israélien dans le virage. Certains y voient un soutien clair et affiché à l'État d'Israël, notamment dans le conflit israélo-palestinien. D'autres, un étendard de ce que les ultras ont construit comme image, le drapeau israélien étant le symbole le plus visible dans les tribunes ajacides. Passons désormais en Afrique, au Maghreb, avec une affaire assez actuelle, sensible et conflictuelle. Entre l'Algérie et le Maroc, le football a fait éclater une passe d'armes diplomatique entre ces deux pays il n'y a pas si longtemps. On voit ici, sur cette image, au sein des supporters de l'USMA, donc un des grands clubs d'Alger, les supporters brandirent plusieurs drapeaux. Ce sont les drapeaux que vous voyez ici et qui sont les drapeaux de la République arabe sahraoui démocratique qui revendique la souveraineté sur le Sahara occidental au même titre que le Maroc. Donc on a ainsi un territoire qui est contesté entre le Maroc et le Sahara, la République démocratique du Sahara occidental, qui veut son indépendance non reconnue par l'ONU, mais qui est soutenue par l'Algérie. Ainsi, depuis la fin des années 70, il y a un conflit entre le Maroc et le Front Polisario, la force armée de la République arabe sahraoui démocratique, pour le contrôle de cette région qui est à 80% dans les mains du Maroc aujourd'hui. La question du Sahara occidental cristallise beaucoup de tensions entre l'Algérie et le Maroc et les tribunes algériennes. Lorsqu'elle joue un club marocain, on le voit ici, elle n'hésite pas à montrer les drapeaux sahraouis. Dernièrement, en Coupe de la Confédération africaine, l'USMA affrontait le club marocain du RS Barkhane en demi-finale. Sauf que l'affrontement aller-retour n'a jamais eu lieu. La cause, les maillots du club marocain qui abordaient la carte du Maroc, incluant le Sahara, ce qui a fortement déplu à Alger, qui a confisqué les maillots du club à l'arrivée des joueurs pour en proposer un autre sans la carte. Les Marocains ont alors refusé de jouer et la juridiction sportive a finalement statué pour une qualification sur tapis vert des Marocains, sanctionnant les autorités algériennes d'avoir, je cite, empêché la tenue de la rencontre. Voilà un exemple concret et plutôt fort de football géopolitique, de comment les tensions entre deux pays peuvent être cristallisées par le sport et comment les tribunes, on l'a vu ici, participent à la continuité et à la poursuite de ces rivalités. Retour en Europe, nous sommes en Serbie, dans le virage nord des déliés de l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors j'avais réalisé un ultra politique complet sur les déliés il y a plusieurs mois, il s'affiche en haut à droite de votre écran. Et le tifo que vous voyez à l'image a été réalisé quelques jours après la sortie de mon épisode. C'était contre la Fiorentina en amical et ce tifo corrobore parfaitement ce que j'avais énoncé dans cette vidéo. C'est un tifo très nationaliste qui fait référence au Kosovo. On voit un char militaire imprégné des couleurs du drapeau serbe. Le char est une image très populaire auprès de l'Étoile Rouge. Déjà, il y en a un devant le stade. Les déliés sont appelés la Severna Armia, l'armée du Nord. Donc, c'est une image vraiment très ancrée. Et puis surtout, il y a une banderole qui fait écho à l'armée. C'est la banderole en bas du tifo où il est écrit, je cite, « Kad se vojska na Kosovo vrati » quand l'armée entrera au Kosovo. C'est un alliage de nationalisme, d'irrédentisme, bien sûr, l'idée que la terre sacrée, perso-religieux orthodoxe serbe, a été perdue depuis l'indépendance en 2008 du Kosovo. Et puis c'est aussi un appel qui a suscité d'ailleurs des réactions internationales parce que l'appel, il est plutôt explicite. La phrase « Quand l'armée entrera au Kosovo », c'est une phrase très connue en Serbie. C'est un slogan que vous pouvez retrouver dans des chansons, qu'on peut retrouver tagué sur des murs, des graffitis. Et il me semble que la liste politique du candidat ultranationaliste serbe Miša Vasić s'appelait « Quand l'armée entrera au Kosovo ». Ça donne le ton sur le fort poids politique de ce tifo. Pour la symbolique, il a d'ailleurs été déployé au bout de 12 minutes et 44 secondes de jeu contre la Fiorentina, 12-44 en référence à la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU qui date de 99, résolution instaurant une présence multilatérale sur le territoire du Kosovo à la suite de la guerre du Kosovo et qui instaure en fait la création de la KFOR, la force de maintien de la paix de l'OTAN. En somme, une résolution restée bien évidemment en travers
de la gorge des Serbes qui alimentent toujours en tribune ou en politique la perte du Kosovo. On file enfin dans le Caucase, on file en Géorgie. Alors peut-être que vous vous en souvenez, j'en avais parlé lors de mon Zoom sur le foot il y a plusieurs mois, une vidéo sur le foot géorgien sur YouTube. Les tribunes géorgiennes sont dans l'ensemble assez politisées et véhiculent de nombreux messages politiques, notamment celui-ci, des pirates, les ultras du Dynamo Batumi. On voit sur la voile le territoire géorgien avec le drapeau, accompagné d'une phrase en anglais. 20% de mon territoire est occupé par la Russie. Cela fait référence aux dites républiques séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud que vous voyez rayées sur cette carte. Ces deux républiques, qui sont quasiment reconnues par personne dans le monde, sont totalement dépendantes politiquement et économiquement de la Russie. C'est en fait des sources de conflits entre la Russie et la Géorgie dans les années 90 et puis avec la guerre en 2008. Et ces deux républiques sont vraiment des causes très fortes dans de nombreuses tribunes géorgiennes qui instrumentalisent, là encore, la perte d'un territoire et l'occupation d'un État dit colonisateur, d'un État dit oppresseur. C'est d'ailleurs quelque chose de très saillant parce que ça ressort avec les fortes mobilisations géorgiennes qui secouent actuellement le pays après le vote d'une loi jugée pro-russe et puis avec la qualification géorgienne à l'Euro 2024. Cette cause géorgienne de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud va être mise sur le devant de la scène parce qu'il est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs probable, que les supporters géorgiens vont déployer des slogans et des banderoles sur leur histoire territoriale, sur les deux républiques dites séparatistes, et puis parce que les joueurs géorgiens eux-mêmes ont fêté leur qualification le mois dernier en chantant littéralement devant la foule, mais aussi lors de live Instagram, l'Abkhazie c'est leur Géorgie, l'Ossétie du Sud c'est leur Géorgie. Pour la Géorgie, des joueurs aux fans, l'Euro sera une caisse de résonance politique. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Merci aux personnes d'avoir proposé des tifos pour cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et puis merci à toutes et à tous d'être fidèles au rendez-vous de l'Arena. N'hésitez pas à parler d'autres tifos en commentaire, il y en a des centaines et des centaines. Et puis à me suivre aussi sur les réseaux X, Insta et désormais TikTok, tous les liens sont en description. Pour la suite, les amis, l'Euro, la série En route pour l'Euro va revenir, on en parlera très prochainement et puis on continuera à parler de beaucoup de sujets, tribunes, rivalités, histoire, géographie, culture ultra, bref, plein de belles choses à venir pour la fin de cette 4e saison sur l'Arena. Belle semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao!